Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Maître Roland Hernaez, fondateur du Nihon Taijitsu, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous recevoir chez lui. Donc, un très grand merci à vous, Maître Hernaez. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. J'ai eu quelques ennuis auparavant de point de vue santé, mais tout a l'air de se régler dans les bonnes conditions. Malgré mon âge avancé, puisque dans 4 mois j'aurai 89 ans. Mais je m'estime heureux que la santé soit là, quoi. Bon, très bien. En tout cas, on vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Oui, j'espère aussi. Ma famille aussi espère, et mes amis. Très bien. Avant de commencer, je souhaite quand même remercier Pascal Ortolan, qui est l'un des professeurs de l'école Nihon Taijitsu, qui est un club à Toulouse, parce que c'est grâce à lui. Même s'il ne veut pas, alors là, il est hors caméra, mais il ne veut pas apparaître parce qu'il reste modeste. Mais merci beaucoup, Pascal. Oui, c'est un excellent professeur qui a succédé à Philippe, qui fut son professeur et qui était un des piliers de notre organisation, qui malheureusement est décédé il y a quelques temps en arrière. Ouais. Et je comptais vous poser la question à la fin, mais je vais la poser maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Pascal? Eh bien, Pascal, je vous ai dit très brièvement tout à l'heure, mais je peux le répéter. Je le connais depuis de très nombreuses années, ainsi que sa compagne Cathy, qui est une pratiquante de haut niveau. Et puis tous les deux ont fait un travail considérable pour remplacer la perte de celui qui était leur directeur technique. Et je pense que le club de Toulouse, qui est un de nos clubs importants, est dans des très très bonnes mains pour la continuation de l'esprit et de la technique dans lequel nous évoluons. Voilà. D'accord. Je compte absolument sur lui. Je sais qu'on a un professeur, puis on a toujours quelqu'un de fidèle et qui se perfectionne chaque année dans les stages, etc., ainsi que sa compagne, dont je parlais tout à l'heure, Cathy. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, première question vous concernant. Depuis quand pratiquez-vous les arts martiaux et quel est votre parcours martial? Alors c'est un parcours qui a été un petit peu compliqué, qui n'a pas eu d'incidence, pas d'accro en cours de route, mais il faut dire que j'ai commencé à m'intéresser aux arts martiaux d'une manière assez particulière, puisque je devais avoir 14 ans à l'époque, j'étais en colonie de vacances. Et le moniteur que nous avions dans notre groupe, moi je faisais partie du groupe des plus anciens, puisque j'avais 14 ans, et puis j'étais déjà assez costaud pour mon âge. Et lui, ce moniteur de colo, était aussi pratiquant de judo. Il était ceinture marron de judo. Et à l'époque, il y avait très très peu de ceintures noires et très très peu de ceintures marron. Il préparait avec assiduité son grade de ceinture noire de premier dan de judo. Et comme il avait besoin de travailler ses techniques, durant le mois où j'étais donc comme colon, il m'avait sélectionné, si je peux employer ce terme, pour travailler sur moi, répéter ces techniques. Alors donc, il faisait une révision complète des mouvements de la méthode. C'était à l'époque, en 49, c'était la méthode du maître Kaweshi, que j'ai connu, dont on parlera tout à l'heure, et que j'ai connu bien par la suite. J'ai eu un contact avec lui très 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 fort. Donc, pour revenir au moniteur en question, pendant un mois, j'ai donc découvert le judo, ça m'a emballé. Et la première chose que j'ai fait quand je suis rentré dans ma petite ville, qui s'appelle toujours, bien sûr, Bord-les-Orgues, c'est en Corrèze, j'ai tout fait pour qu'un club se crée. Et puis, j'ai réussi par la ténacité, par beaucoup de choses, à trouver des personnalités qui acceptaient de m'aider pour acheter des tatamis, etc. Et en 51, j'ai donc démarré officiellement le judo avec un monsieur qui était ceinture marron, qui avait été envoyé par un professeur de très grand renom à l'époque, qui s'appelait Maurice Philippe, qui était aussi kinésithérapeute. Et puis, donc, mon professeur, Maurice Préau,
je répète, qui était ceinture marron, avec lequel j'ai travaillé d'arrache-pied jusqu'au moment où il m'a confié, j'étais ceinture verte, un club de judo à Mauriac dans le Cantal. J'ai donc démarré l'enseignement officiel, alors que j'étais un petit peu l'assistant, j'étais le plus haut gradé du club. J'avais donc 16 ans, et puis j'ai donc démarré comme enseignant. J'allais 2 fois par semaine à Mauriac, une petite ville du Cantal, qui se trouve environ une quarantaine de kilomètres de Bord-les-Orgues où j'habitais. Et j'ai donc poursuivi cette chose-là jusqu'à mon départ au service militaire. Alors au service militaire, j'avais passé un examen, j'ai eu la chance d'être reçu à cet examen et je me suis retrouvé à ce dont je rêvais depuis très très longtemps, à l'école d'Antibes, qui était donc l'école nationale d'éducation physique militaire. Et puis donc pendant plusieurs mois, j'ai fait des stages d'éducation physique qui m'ont permis de mettre un pied dans l'étrier dans ce domaine-là. Et en même temps, j'ai pu continuer à pratiquer le judo. Je me suis passé ceinture marron puisque mon professeur étant ceinture marron ne pouvait pas me donner le même grade que le sien. J'ai donc passé ma ceinture marron avec un professeur de très grand renom qui était un des grands renoms du judo français, qui s'appelait Maître le Grand Bascobert. J'ai passé donc ma ceinture marron avec lui en 1954 et je me suis retrouvé à Antibes, ceinture marron. Donc j'ai pu pratiquer tous les sports, c'était le but d'Antibes, mais en même temps les arts martiaux et en particulier le judo et le jiu-jitsu qui me passionnaient. Voilà, ça a été les premiers pas officiellement, disons, vers quelque chose de plus sérieux, de plus concret. J'ai participé aussi au championnat de Bourgogne, puisque c'était en Bourgogne où je faisais mes classes, au championnat de Bourgogne de judo que nous avons remporté aussi. Bon, c'était quelque chose de très très sympa, et puis ça a été un bon démarrage. Ensuite, en 55, j'ai été sélectionné pour participer au championnat de France de judo, championnat de France militaire de judo. Et c'est là que j'ai eu le bonheur de rencontrer celle qui est devenue mon épouse, etc. Voilà déjà un départ dans la vie. Puis ensuite, j'étais donc ceinture noire de judo depuis un certain laps de temps. Au cours d'un cours de judo au Collège des Ceintures Noires, j'ai travaillé avec un monsieur que je connaissais déjà bien parce il vendait du matériel d'arts martiaux, j'avais déjà un club, il était donc très très connu dans le milieu commercial et en même temps c'était un judoka de très haute valeur qui s'appelait, je dis bien c'est du passé puisque lui aussi est décédé malheureusement, il s'appelait Henri Play et qui a été lui le fondateur du karaté français. Et donc, après un entraînement qui a été assez mouvementé, dans le sens que j'étais plus souvent en l'air et par terre que debout, parce que c'est un judoka de très haut niveau. Moi, je préparais le 2e dan à l'époque, c'était en 57, et puis Henri était déjà un très bon 4e dan. Alors, nous étions accoudés au mur du dojo, au Judo Club de France, au Collège des Ceintures Noires. Et puis, il m'a dit, tu connais le karaté? Alors, je dis non, j'ai entendu parler du karaté, mais je connais pas. Et il dit, voilà, j'ai créé un club de karaté. J'ai un japonais aussi qui vient et tout ça. Si tu veux découvrir le karaté, je me fais un plaisir de t'inviter. Et pendant un mois, tu auras une assurance, tu seras couvert. Tu ne paieras pas de cours pendant un mois en tant que mon invité. Si ça te plaît pas, on arrêtera, puis on se retrouvera sur les tapis de judo. Si ça te plaît, eh bien c'est ce qui s'est passé, ça m'a plu. Et j'ai été dans les premiers karatékas, j'ai été dans les 10 premiers karatékas à obtenir la ceinture noire en 1959, donc 2 ans après. Voilà, c'était, et en parallèle, venait d'arriver du Japon un jeune professeur qui s'appelait Jim Alchek et qui avait travaillé pendant 5 ans chez le maître Minoru Mochizuki
et qui lui avait enseigné donc les principaux arts martiaux traditionnels japonais. Alors il avait lancé une méthode de self-défense qui m'avait beaucoup intéressé parce que j'avais déjà beaucoup pratiqué le jujitsu. J'avais découvert beaucoup d'imperfections, des choses pas très logiques, comme par exemple dans les défenses contre poignard, qui me convenaient pas dans l'esprit. Donc j'ai découvert quelque chose de tout à fait différent et passionnant, et donc je me suis mis à fond à étudier sous la houlette de Jim Malchek, l'aïkido et en même temps le taijitsu. Ça a été donc aussi une grande découverte et ça m'a extrêmement intéressé. Alors surtout, à l'époque, j'enseignais l'éducation physique. Ça m'a extrêmement intéressé dans le sens que, pédagogiquement, je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et puis, j'étais imprégné déjà en judo de la méthode Kawashi, qui était quelque chose de très classifié, de très ordonné. Donc, le taijitsu était très divers. Un jour, vous allez travailler ça, le lendemain, quelque chose qui n'avait plus rien à voir. Donc, j'étais déjà dans les prémices d'une recherche. Dans les prémices d'une recherche technique et surtout pédagogique. Et puis, quelques années après, Jim Malchek, avec qui j'étais devenu un de ses assistants et un grand ami, est décédé dans des circonstances particulières, puisqu'il faut le dire, l'histoire c'est l'histoire, il faisait partie des barbouzes anti-OAS, ce que nous ne savions pas évidemment, et puis il est décédé au cours d'un attentat qui s'est passé en Algérie en 1962. Et puis donc un petit peu dans la foulée, j'ai continué à travailler avec des professeurs, avec Minoru Mochizuki qui est venu de très nombreuses fois en France, Hiro Mochizuki, son fils avec qui j'ai travaillé l'aïkido et puis la self-défense pendant des années aussi, et qui est resté un de mes professeurs et qui est resté aussi un très grand ami avec lequel je corresponds toujours et on se voit toujours. Donc il a fallu, au fur et à mesure des années, travailler d'arrache-pied pour essayer de créer une méthode. Et cette méthode, je l'ai officialisée avec l'aide de quelques assistants. Je l'ai officialisée en 1972, donc 10 ans après la mort de Jim Malchek. Et on a fait une méthode, on a créé une fédération française en 1972, après un stage de plusieurs semaines au Japon chez le maître Minoru Mochizuki. Et on a créé donc la fédération française de taijitsu, puisque c'était le mot officiel à l'époque. Alors les années ont passé, je saute un petit peu du coq à l'âne. Des années après, c'était en 1983, au cours d'un des nombreux stages que j'ai pu faire au Japon, on a discuté beaucoup avec le maître Minoru Mochizuki, et puis je lui ai dit mes soucis de l'organisation, du travail technique que je voulais faire évoluer dans le taijitsu. Comme il a vu que j'étais vraiment passionné, alors que j'étais aussi passionné du judo, bien entendu, et puis de l'aïkido, à l'époque, je voulais m'intéresser surtout à la création d'un système de travail avec le taijitsu. Donc en 83, j'ai déjà proposé un petit peu ce que je commençais à travailler en France et en Europe, puisque déjà on avait des contacts extrêmement sérieux avec la Fédération espagnole de karaté qui lançait le taijitsu. Et puis 2 ans après, en 85, officiellement, au cours d'un stage qui a été extrêmement important, vous verrez les documents tout à l'heure dans mon bureau, en 85, après une démonstration devant de très nombreux maîtres d'arts martiaux, dont certains étaient des judokas de très haut niveau, des karatékas, aikidokas, budokas, etc. Ils ont décidé, ce sont eux qui ont dit, voilà, ce que vous faites correspond tout à fait à ce que nous souhaitons au Japon. Malheureusement, les arts martiaux traditionnels comme le jujitsu périclite, ce que nous avons souhaité, on le trouve dans ce que vous avez fait. Et nous sommes tous d'accord
Alors, ils s'étaient réunis entre-temps, et puis ensuite, ils m'ont annoncé ça devant mes élèves, qui étaient d'ailleurs, pour un stage exceptionnel, on était 40, pour dire que 40 Européens qui s'étaient déplacés pour faire les stages au Japon. Alors donc, il a annoncé, voilà, on vous propose que votre titre officiel, comme vous représentez bien notre discipline, s'appelle, au lieu de Taijitsu tout simplement, s'appelle Nihon Taijitsu, c'est-à-dire ça donne le label qualité japonais, Nihon qui est un label voulant dire Japon. Hein. Donc officiellement, bien qu'étant conçu depuis 1972, d'avoir été déjà officialisé au Japon indirectement en 83, en 85, nous sommes devenus Nihon Taijitsu. Voilà l'histoire au départ, et puis ensuite, bon, l'évolution. Entre-temps, en 77, j'ai signé un protocole d'accord avec le président de la Fédération française de karaté, et ma discipline a été la première officielle à devenir discipline affinitaire, donc au karaté traditionnel. Je peux dire que nous sommes les plus anciens dans les disciplines affinitaires, le Taijitsu le plus ancien dans la Fédération française de karaté. Et puis en la même année, on a lancé officiellement avec l'aide de la Fédération espagnole de karaté et puis l'aide d'un grand ami qui s'appelle Carlos Vidal, qui était trésorier de la Fédération espagnole de karaté à l'époque. On a donc officiellement lancé le karaté en Espagne, qui est devenu à l'époque le deuxième pays officialisant le Taijitsu, et ensuite bien sûr le Nihon Taijitsu. D'accord. Voilà, c'est très global, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait rajouter dans les détails, mais globalement c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est poursuivi depuis que j'ai démarré avec un dogi officiellement en 1951. Très bien. Mais déjà, merci beaucoup et sacré parcours. Donc, bravo. Oui, bravo, non. En fait, avec le recul du temps, je trouve ça tout naturel. Et puis j'ai été aidé. Mes parents étaient tout à fait d'accord. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une épouse que Pascal a connue aussi, qui était une femme exceptionnelle et qui m'a toujours aidé dans la discipline. Donc, je peux dire que j'ai pas eu de problème particulier. Puis la discipline a été bien officialisée. Tout s'est bien passé. Ensuite, il y a eu un éclatement pour des raisons, c'était plus des raisons personnelles, de recherche de pouvoir, etc. Il y a eu un éclatement, un groupe qui s'est formé, qui est resté Taijitsu, et puis un autre groupe qui a poursuivi sa lancée avec le Nihon Taijitsu. Très bien. Merci beaucoup. Ensuite, autre question. Dans le fond, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre style d'arts martiaux? À créer le Nihon Tai, vous parlez particulièrement. Eh bien, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. J'avais besoin quand j'ai découvert le Jujitsu avec toute l'école Kawashi, etc., et puis ensuite, je vous ai dit, Mikenosuke Kawashi, qui a été mon professeur, et avec lequel je peux dire j'étais devenu très proche, était aussi un passionné du Jujitsu. Et aussi, il connaissait le karaté. Et donc, lui-même a vu que j'étais donc quelqu'un qui faisait des recherches là-dessus, et il m'a poussé dans ce domaine-là, techniquement, et puis même spirituellement, parce que il m'a donné des idées de ce qu'il aurait voulu souhaiter pour le judo et qu'il n'a pas pu faire, comme par exemple la ceinture noire avec une extrémité rouge qui est réservée dans notre école pour les experts, et c'est ce que voulait le maître Kawashi pour le judo. Et le Kodokan, la direction du judo mondial, n'avait pas autorisé cela. Donc, c'est une des idées de Kawashi, etc. Alors, pour revenir à ça, pédagogiquement, en tant qu'enseignant d'éducation physique, et puis en même temps, moi j'étais un hébertiste convaincu, donc j'avais appris une méthode de travail qui était très intéressante pour les enfants.
pour le judo, qui avait aussi une méthode créée par le maître Kawashi avec une classification par type de mouvement et par numéro pour faciliter les choses. C'est une ressource pédagogique très importante. J'ai donc fait des recherches, et ça a duré quand même une bonne dizaine d'années, voire 15 ans, pour arriver à structurer une méthode de travail. Et puis cette méthode a plus ou moins évolué au fur et à mesure des années, des très nombreux contacts que j'ai eus avec les maîtres japonais. Mais c'était avant tout donc que j'ai voulu que la discipline pour laquelle on m'avait chargé de prendre les rênes, qui s'appelait le taijutsu, devienne quelque chose d'officiel. Voilà un petit peu une des raisons principales pour lesquelles donc je me suis forcé à créer une méthode de travail comparable à ce qu'avait fait à ma petite échelle, à ce qu'avait fait le maître Kawashi, qui était un très très grand maître en judo et jujitsu, et qui était un homme en tant que personne absolument spécial, incroyable à connaître. Il avait eu un humour très très particulier dans lequel j'entrais de plein pied parce que ça correspondait à ce que je souhaitais. Mais le maître Kawashi, déjà, m'avait subjugué parce que il représentait le judo, le jujitsu japonais. C'était un maître qui avait une certaine prestance et qui était un grand maître et qui travaillait avec une grande autorité. On lui avait donné cette autorité et puis il pratiquait donc avec. Moi, j'ai de suite s'accroché avec lui et puis j'ai eu l'occasion donc de devenir un peu plus proche de la famille. Vous verrez tout à l'heure des documents, par exemple, quelques jours avant sa mort, j'avais rendez-vous avec le maître Kawashi, et puis malheureusement, j'ai pas pu y aller, puis c'était les vacances scolaires, et puis j'étais en vacances à l'étranger avec mon épouse. Donc j'étais assez proche de sa famille, et je suis resté très proche avec son fils Norikazu Kawashi, qui est un des dirigeants d'ailleurs de la Fédération française de judo actuellement. Et Norikazu, on est resté, je l'ai connu, il était beaucoup plus jeune que moi, mais je l'ai connu de très très près. On s'est revus dernièrement, on a passé une soirée ensemble, etc. Sur le plan familial, j'étais très proche, et en même temps, je dois dire que j'ai eu nombreuses fois l'occasion d'aller chez le maître Kawashi en banlieue parisienne. Et puis il m'a raconté beaucoup de choses. Il m'a fait découvrir beaucoup de choses sur les arts martiaux en général. Et je dois dire que il m'a toujours encouragé à continuer la chose. Alors, en parallèle, il faut dire, parce que c'est quand même un petit peu intéressant, puis il faut pas oublier ce qui a été une chose, en parallèle avec la méthode Kawashi, qui était, je répète, assez particulière pédagogiquement parlant, je travaillais la nouvelle forme du judo qui arrivait avec les jeunes judokas qui étaient au Japon, qui s'appelait le judo du Kodokan. Et j'ai eu un professeur qui est devenu un très grand ami, j'ai suivi jusqu'à son décès, Luc Levanier, qui était un judoka remarquable et qui, pour la petite histoire, a été, lorsqu'il y a eu le premier championnat de France, le championnat international de judo, la première victoire qui a été obtenue en compétition contre l'Angleterre, c'est Luc Levanier qui l'avait marqué en judo. Et on est devenus des très grands amis. C'était un judoka exceptionnel. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Donc je travaillais en parallèle la méthode du Kodokan qui était plus évolutive. Et puis j'ai toujours travaillé la méthode Kawashi parce que j'étais intéressé par le côté pédagogique de l'histoire. Bon, voilà, globalement un petit peu ça, mais on pourrait parler pendant des heures des anecdotes que j'ai connues avec lui parce que c'était un homme qui avait un humour fabuleux. Il était exceptionnel. Voilà. Bon. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, en quoi votre art martial est-il différent des autres? Et qu'est-ce qui distingue votre art martial du karaté ou de l'aïkido, par exemple? Vraiment, si on cherche la petite bête et qu'on entre dans les détails. Alors, je vais répondre déjà à la deuxième question. On ne peut pas comparer le Nihon Taijutsu au judo au karaté, tout simplement parce que le judo comme le karaté, qui sont des arts martiaux très, très traditionnels, très évolués,
sont des arts de combat dans lesquels il y a des règles sportives, etc. Dans ce que nous faisons, nous, c'est de la self-défense, où l'idée essentielle est, vous apprenez des techniques contre un, voire plusieurs agresseurs, et vous apprenez donc à maîtriser les attaques de ses adversaires et à les neutraliser complètement. En judo au karaté, le but à côté le côté philosophique, spirituel qui existe, bien évidemment, il y a aussi le fait que dans les compétitions sportives, vous devez battre des adversaires qui sont sensiblement du même niveau que vous, qui ont les mêmes règles que vous, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas comparer. La seule chose dans laquelle on pourrait y avoir une discussion, c'est que le taijitsu, ou l'évolution nihon taijitsu, sont des techniques dans lesquelles on va retrouver des techniques de frappe, comme en karaté, des techniques de projection comme en judo, des techniques de luxation comme en aïkido, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces techniques étaient issues, à part le karaté dont on parlera un instant tout à l'heure, le judo comme l'aïkido étaient des techniques issues de l'ancien jujitsu traditionnel japonais, hein. Et avec les techniques du corps à corps, les techniques, il y avait très peu de frappes, et ça a été découvert ensuite par les karatékas qui sont venus au début des années 20, officiellement 1920, officiellement au Japon, mais le karaté était une chose avant 1920, c'était quelque chose qui était pour les Japonais traditionnels, c'était les habitants d'une région perdue, Okinawa, etc. Donc les origines chinoises dans lesquelles ils avaient créé le todé ou le torité, qui étaient des techniques de frappe pour lutter contre l'envahisseur japonais. Donc les techniques de frappe n'étaient pas très souvent utilisées dans le jujitsu traditionnel, hein. Faut pas oublier aussi qu'ils s'inspiraient un petit peu du combat avec les samouraïs, dans lesquels l'armure ne permettait pas beaucoup le travail de frappe. Donc il y avait des projections, des clés, etc., des étranglements, des choses qui étaient possibles. Bon, ensuite, il y a eu une bonne évolution qui a été faite à partir des années 1880, lorsque les samouraïs ont été enfin, le port des sabres a été interdit au Japon sous l'empereur Meiji, donc il y a eu une évolution qui s'est faite dans des écoles qu'on a appelées Ryu, et ces écoles enseignaient donc parfois des techniques beaucoup basées sur les atémis, sur les frappes, beaucoup basées sur le jeu, sur les projections, etc. Il faut pas oublier, ce que beaucoup de judokas ne savent pas, même des très hauts gradés, que dans le judo d'origine, il y avait les atémis, c'est-à-dire l'action de frapper. Et ce n'est que Jigoro Kano a donc dit, on fait exclusion dans le judo des atémis que l'on gardera pour le côté self-défense, mais les atémis ne font plus officiellement partie du judo, dans lequel on retrouvera clés, projections, étranglements, sous-témis, mais non plus les atémis. Et ça, très peu de judokas, même des hauts gradés, ignorent complètement que les atémis faisaient partie intégrante du judo de l'époque de Jigoro Kano, qui lui-même avait créé le judo à partir du jujitsu qu'il connaissait bien. D'accord. Alors donc, pour répondre à votre deuxième question, on peut pas trop comparer à judo karaté, car les buts recherchés sont déjà différents. Et je ne mésestime pas, et de loin, ça serait complètement aberrant de ma part. Le judo comme le karaté sont des disciplines merveilleuses, extrêmement intéressantes, très éducatives pour la jeunesse, et avec lesquelles je sais que bien que je sois pas d'accord sur le judo de compétition tel qu'il a évolué, mais ça c'est mon problème qui regarde les vieux de la vieille dont je fais partie. Je pense que le judo, je répète, le judo comme le karaté sont des techniques extrêmement intéressantes et puis avec lesquelles il y a beaucoup de recherche à faire. Après, alors il y avait, en quoi votre art martial est-il différent des autres? Différent des autres parce que nous avons conservé par rapport aux autres arts martiaux qui sont traditionnels,
qui se disent traditionnels, on a conservé quelque chose qui était typiquement dans l'esprit des vieilles écoles de judo et de jujitsu et puis d'aïkido, qui est né beaucoup plus tard, l'aïkido, mais peut-être. Et peut-être, quand je dis peut-être, c'est illogique, c'est sûrement, c'est grâce aux maîtres japonais que j'ai vraiment côtoyé. J'en ai connu plusieurs, hein, j'en ai connu plusieurs qui étaient des pratiquants d'arts martiaux de haut niveau, mais ceux qui m'ont le plus impressionné, c'était donc le maître Kaoshi, puis ensuite le maître Minoru Mochizuki, parce que m'ont obligé à conserver cette tradition japonaise dans laquelle il y avait le respect de l'autre, il y avait aussi une recherche dans le travail qui était de neutraliser l'adversaire mais non pas le détruire. Donc les techniques qui sont destinées à provoquer la mort de l'adversaire sont complètement prohibées. Même quand on parle d'étranglement, ça sera toujours un étranglement respiratoire dans lequel on fait étouffer l'adversaire qui sera annihilé, mais avec lequel le danger de mort est extrêmement relatif. Donc déjà dans l'esprit, c'est quelque chose qui est particulier. Maintenant, les jujitsu se sont divulgués à l'infini. Il existe des très très nombreuses méthodes qui ont été créées un petit peu à droite et à gauche, qui ont été créées certaines avec par rapport au close combat qu'a enseigné l'armée britannique, qui ont leurs valeurs, qui correspondent, mais qui ne sont pas dans l'esprit de ce que l'on fait. Hein. Et puis nous, on en parlera tout à l'heure parce que je crois que c'est important. L'esprit de combat puis l'esprit de la championnite qui n'existe pas du tout dans la discipline que j'ai créée. J'ai toujours peur de ce terme, de dire j'ai créé, parce que en réalité je l'ai créé parce qu'il y avait autour de moi des gens qui m'ont aidé, qui ont permis par leurs idées et puis par leur expérience de faire avancer la machine. Enfin, j'ai été, disons, l'élément moteur pour que le Nihon Taijutsu, qui est maintenant connu d'une manière internationale, soit pratiqué. D'accord. Je dis que dans l'esprit, pour terminer là-dessus, je serais plus proche, et nous serions, hein, je préfère parler du groupe, nous serions plus proches de l'aïkido, dans l'esprit, hein, je parle. De l'aïkido, on serait plus proche de l'aïkido que des autres arts martiaux, parce que comme dans l'aïkido, il n'y a pas la recherche de la championnite, et puis il y a toujours un accord qui est fait entre les deux pratiquants, entre Tori et Uke. Tori étant celui qui démontre la technique, et Uke étant celui qui participe, puisqu'il a aidé Tori à démontrer ce qu'il fallait faire. Hein. Les Japonais disent, en parlant de Uke, c'est le serviteur. En fait, il est le serviteur très important parce que dans les démonstrations techniques, on s'en est aperçu, si le démonstrateur Tori, en l'occurrence, pour employer le terme japonais, n'a pas un bon partenaire, un bon Uke, ça change beaucoup les choses. Le Uke a un rôle très important dans le rôle démonstratif. C'est comme si on assistait à un championnat de danse artistique, par exemple. Hein. Si un des deux partenaires se plante en faisant plusieurs choses, le couple est fichu pour arriver à un résultat positif. Hein. Donc il faut que les deux soient en symbiose totale. Hein. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel moi je vois les choses. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, quel regard portez-vous sur l'évolution des arts martiaux et quel avenir voyez-vous pour les arts martiaux traditionnels d'une part et pour le Nihon Taijutsu d'autre part? Alors là, on aborde une question difficile parce que automatiquement, jeter un regard sur les autres, ça veut dire faire une comparaison avec les autres. Et j'ai horreur de ce truc-là, de dire, j'ai jamais dit dans aucun stage depuis que j'enseigne sur le plan international, j'ai jamais dit nous sommes les meilleurs. Il y a parfois des journalistes, ou parfois même il y a un des livres que j'ai écrit où il est dit c'est le meilleur des jujitsu. C'est un terme qui
qui m'inquiète un peu, parce que on est le meilleur de quoi? Il arrive un moment où il y a autre chose qui arrive à être au-dessus de vous. Moi, j'emploie, parce que je suis très porté sur tout ce qui est biblique, j'emploie une expression qui avait été donnée par l'apôtre Luc, qui était un médecin à l'époque des premiers apôtres. Et l'apôtre Luc avait dit, l'élève n'est point au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au-dessus du maître, mais il arrive un moment où vous êtes arrivé au même niveau, et ensuite pourquoi dire supérieur, ça sert plus à rien. Le terme de supérieur n'a plus aucune idée. Alors donc, pour revenir à votre question, le regard que je jette sur les autres arts martiaux, c'est que beaucoup évoluent dans le sens sportif, c'est leur problème. Je pense judo, karaté, c'est leur problème. Et puis, je pense que ils ont peut-être raison, bien que je répète ce que je disais en judo, je sois pas toujours d'accord sur l'évolution en compétition, parce que maintenant il y a quand même un apport de puissance technique qui ne correspond plus au terme judo. Judo, ça veut dire voie de la souplesse. On voit plus tellement. Mais on a quand même des grands champions, on a quand même des judokas qui ont une technique remarquable, comme Teddy Riner, par exemple, qui est pour la 5e fois champion du monde de judo, qui a été champion olympique, etc. Ce sont des valeurs sûres. J'espère qu'eux conserveront, en dehors de l'aspect de la compétition, ils vont conserver un petit peu ce travail technique ce travail technique qui fait la richesse du judo. Bon, maintenant les autres arts martiaux, l'aïkido est comme nous, il évolue tranquillement, sans faire de bruit, sans faire de recherche. Il y a les petites guerres de clochers qui existaient pour des histoires de personnes ont pratiquement disparu. Je crois que l'évolution de l'aïkido, sur le plan international, correspond tout en gardant l'échelle à laquelle nous sommes, que ça correspond à ce que nous faisons et ce que nous souhaitons. Bon, maintenant, il y a des arts traditionnels japonais qui sont passionnants, comme le kendo, mais qui sont très hermétiques et qui sont purement japonais. Alors, on peut pas trop comparer. Hein. On peut comparer que ce qui se compare, c'est-à-dire les techniques comme le judo, karaté, jujitsu, aïkido, etc. Toutes ces techniques issues des mêmes spiritualités japonaises d'autrefois. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, bon, la prochaine question, vous y avez quasiment déjà répondu. Je parle trop, vous voulez dire? Non, du tout. Elle rejoint un peu la précédente. Alors, c'était avec l'essor du MMA et des sports de combat, avec des compétitions d'une part, et avec l'engouement pour les systèmes d'autodéfense d'autre part, comment voyez-vous l'évolution de votre art martial sur l'aspect technique et au niveau des compétitions? Alors, je pense avoir répondu globalement. Alors, je ne peux pas faire une comparaison avec le MMA, qui est quelque chose qui est totalement différent de ce que nous pratiquons. Et dans la technique et dans l'esprit, c'est une autre histoire. Hein. Maintenant, avec les autres arts martiaux comparatifs, comme les autres écoles de jujitsu, disons, hein, je pense que l'évolution, elle va se faire avec les choses. Il est arrivé un moment, au point de vue technique, où il y a, non pas saturation, il est arrivé à un certain niveau où il y a un équilibre qui se fait un peu partout. Et puis, on va retrouver dans d'autres disciplines des techniques que nous enseignons nous aussi. Bon, il y a divulgation par des stages, par les moyens audiovisuels qui existent, par les bouquins, par tout un tas de choses. Bon, des gens adaptent des techniques. Je dois dire moi-même que j'ai pratiqué, j'ai d'ailleurs été la première ceinture noire en Europe officielle de Shorinji Kempo. Je dois dire que j'ai adapté des techniques de Shorinji Kempo, qui est aussi une discipline passionnante au point de vue technique. Je dis bien au point de vue technique, des techniques que j'ai adaptées et que nous avons adoptées dans notre système technique de Nihon Taijutsu.
Mais ça, bon, même Hiroshi Osaka, le grand patron du Shorinji Kempo, sait très bien que j'ai pas volé des techniques, je les ai travaillées, et puis je les ai fait évoluer dans l'esprit de ma discipline, toujours en disant ceci correspond à une certaine forme d'école. Maintenant, le reste, bon, je peux pas discuter du reste des techniques. Il y a tellement d'écoles de Jiu-Jitsu qui sont créées, beaucoup correspondent à ce que l'on souhaite, mais peut-être pas toutes. Hein. Mais c'est pas important. Chacun travaille, et puis on n'essaie pas à grand renfort de publicité de faire parler de notre école. Après tout, je pense que le bouche à oreille, et puis grâce à vous, à des formes que les médias utilisent, on peut peut-être mieux se faire connaître, et surtout que les gens qui peuvent écouter et puis dire ah ben tiens, c'est un esprit que l'on ne soupçonnait pas, l'esprit pseudo-philosophique, parce que là aussi on pourra parler de philosophie. C'est un mot facile à employer, comme le mot zen qui est utilisé maintenant pour n'importe quoi, alors que c'est typiquement bouddhiste, c'est méditation. Alors maintenant, donc, on pourrait penser à se servir d'une certaine philosophie pour dire les choses évoluent. Est-ce qu'elles évoluent toujours comme on le souhaite? Je ne sais pas. Je suis un peu méditatif pour ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Alors, combien de clubs de Nihon Taijitsu y a-t-il en France et dans le monde, et comment sont formés les professeurs? Alors, je suis absolument incapable de vous dire combien il y a de clubs. Je sais qu'en France, le chiffre s'approche de la centaine de clubs. Dans le monde, bon, chaque pays dirige sa propre affaire. Je sais à peu près, parce que je sais qu'il y a 17 pays qui officiellement font partie de notre fédération qui s'appelle la Fédération mondiale de Nihon Taijitsu et Jiu-Jitsu. Donc globalement, je sais à peu près ça. Maintenant, en France, je peux vous dire globalement pas une centaine de clubs. En France, il y a l'école française de Nihon Taijitsu qui supervise les clubs et qui est la coordination entre les techniciens dont on parlera tout à l'heure et puis la partie administrative. Et l'école française est rattachée, en France, à la Fédération française de karaté. D'accord, très bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et comment sont formés les professeurs de votre école? Alors, les professeurs, je peux vous parler déjà en France, mais on peut parler aussi globalement, parce que les autres pays suivent à peu près la même démarche. En France, c'est extrêmement sérieux. Je pense qu'en France, on est un des pays où la formation des professeurs a toujours été la plus pointue. On est un des seuls pays au monde à avoir créé un diplôme d'État de professeur. Et à l'origine, donc, ce diplôme d'État était décerné à des professionnels. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le diplôme d'État de professeur de judo, de jiu-jitsu, d'aïkido et de karaté, ce qui est exceptionnel puisque c'est les 4 diplômes qui ont été créés dans les arts martiaux japonais traditionnels. Maintenant, en parallèle, parce que tout le monde ne veut pas devenir un professionnel à temps complet, beaucoup veulent avoir un club d'une manière officielle vis-à-vis de leur mairie, vis-à-vis des organismes fédéraux. Et donc, il est créé un diplôme qui est dirigé en France par la Fédération française de karaté et qui donne un titre, le titre d'enseignant fédéral, donc d'enseignant dans la discipline, que ce soit dans une des écoles de judo ou de jiu-jitsu ou de karaté, c'est pareil, hein, donc formé dans des écoles pour avoir un diplôme d'enseignant officiel. Et il y a plusieurs mois de stage après l'obtention de la ceinture noire, et ensuite donc on met à l'épreuve la personne pour voir si elle est capable de diriger dans les bonnes conditions, et ensuite officiellement donc cette personne peut être considérée comme un professeur, bien que le titre de professeur ne soit octroyé qu'à ceux qui ont obtenu donc le diplôme d'État dont je parlais tout à l'heure et qui existe toujours, mais qui est réservé qu'à ceux qui veulent être professionnels à 100%. D'accord, très bien, merci.
Ensuite, concernant les directeurs techniques que vous avez nommés dans votre école, leur avez-vous imposé une feuille de route à suivre ou bien sont-ils en quelque sorte livrés à eux-mêmes et libres de faire évoluer leur enseignement comme ils le souhaitent? Alors voilà aussi, vous savez, comme diraient les politiciens, voilà une question intéressante. Ça leur permet de réfléchir. Moi, je vous dis, c'est une question intéressante et je peux, sans avoir à réfléchir, et répondre de suite. Je pense que j'ai jamais imposé quelque chose. Ça n'a jamais été mon style et tous les maîtres que j'ai eus dans les arts martiaux n'ont jamais imposé quelque chose. Ça a été par leurs précieux conseils que j'ai pu faire avancer la machine. Donc, les directeurs techniques que j'ai nommés en France, mais que j'ai conseillés aussi à l'étranger, les directeurs techniques sont des gens qui sont considérés parmi les plus hauts gradés donc de notre système international, qui est je répète, la Fédération mondiale de Nihon-Tai Jitsu. Et ces gens-là, avec lesquels je suis en constante coordination avec eux. On se téléphone plusieurs fois par semaine, on discute beaucoup, on se retrouve dans des stages nationaux comme internationaux. Continue à faire évoluer dans le sens que moi j'ai toujours préconisé. S'ils ont besoin de quelque chose, peut-être pédagogiquement, à insister sur certains points, ça, c'est leur problème. Ils le choisissent. Par exemple, ils choisissent, quand ils font un stage national, il y a plusieurs stages nationaux en France, ils font un stage national, ils me disent ce qu'ils ont choisi, mais moi, je leur laisse le libre arbitre, et ils programment quelque chose qui correspond à ce qu'ils ont vu dans les stages précédents comme une lacune de la part de certains enseignants. Donc, je suis toujours en complète osmose avec eux, en complet accord, un accord complet, parce que je pense que ils ont toutes les capacités de pouvoir donner aux pratiquants, aux professeurs comme aux élèves, hein, une forme de travail telle que nous la souhaitons au plus haut niveau dans les... On va vous ouvrir une parenthèse, d'ailleurs, à ce sujet-là. Nous avons... Je pense que ça peut intéresser beaucoup les pratiquants. Les pratiquants comme les profanes. Nous avons, en plus de la Fédération mondiale de Nihon-Tai Jitsu, dont dans certains pays qui sont associés avec les fédérations nationales de karaté, comme en France par exemple. Hein. Donc dans la fédération mondiale, il y a un travail technique et administratif. Mais on a laissé beaucoup à une partie spéciale de la technique, on a laissé beaucoup à ce qu'on appelait le collège technique et pédagogique. Alors ce collège technique et pédagogique, dont je suis le président, fait travailler essentiellement l'évolution technique, si évolution il y a, si modification il peut se faire, mais qu'avec l'apport des plus hauts gradés sur le plan international. Donc ce collège technique et pédagogique est composé, il y a trois échelons. Il y a les ceintures noires, à partir du moment où vous êtes ceinture noire, vous pouvez faire partie du collège. Vous faites partie de la Family Time, vous êtes automatiquement membre du collège. Vous avez le collège des experts, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à un certain niveau, qui sont au minimum 4e degré, 4e dan. Et ces gens-là, donc, sont considérés, après examen, etc., ils sont considérés comme experts dans la discipline. Et ils font partie de ce collège des experts qui sont au niveau régional, national, international. Vous voyez, dans le collège des experts, il y a 3 niveaux distincts en fonction de ce que font les gens, s'ils travaillent sur le plan national ou international. Et ensuite, alors vous avez ce qu'on appelle le collège central, qui est composé de ceux qui sont considérés comme les plus hauts gradés, ceux qui sont les chefs de file sur le plan mondial de la discipline, et des disciplines annexes, dont j'aimerais bien qu'on ouvre une parenthèse, si vous le permettez, tout à l'heure. Hein, parce que je pense que là aussi, c'est important. Alors donc, ces spécialistes, qui soient des experts dans les collèges différents, ou qui soient membres du collège central, sont là justement
pour se mettre tous d'accord et que l'on parle le même langage, qui n'est pas, par exemple, au Maroc, par exemple, pour citer un pays qui travaille beaucoup notre discipline, qui ne travaille pas, par exemple, les katas, qui sont les formes traditionnelles, avec des détails différents. Vous voyez? Donc, c'est le rôle, ça, des experts internationaux et du Collège central de veiller à ce que la technique soit bien connue. C'est pour ça que le terme imposé, on l'impose pas. C'est une réunion du collège, lorsqu'il y a évolution qui doit se produire, ou lorsqu'il y a des nominations dans les très hauts grades qui sortent de l'examen direct, l'examen direct étant jusqu'au 7e dan. Après, donc, dans les grades, le collège doit intervenir et puis se réunir pour les nominations dans les grades supérieurs. Voilà, j'ai ouvert une parenthèse sur cette histoire des collèges qui font partie intégrante de notre discipline, et c'est pour ça que le terme imposé dont vous me parliez tout à l'heure ne peut pas correspondre à ce que l'on voit, puisque c'est un groupe qui n'impose pas, qui fait une recherche pour que tout le monde soit d'accord, après approbation de tous les professeurs et puis les spécialistes régionaux et nationaux. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, question compliquée. Ouais. À votre âge, pratiquez-vous toujours le Nihon Taijitsu ou avez-vous seulement conservé l'aspect philosophique de l'art martial? Et si jamais vous pratiquez toujours physiquement, à quelle fréquence est-ce que vous vous entraînez et quel type d'entraînement faites-vous? Alors, là aussi, je vais presque répondre par la dernière question. Hein. Bon, physiquement, je travaille toujours la question. Hein. Je fais beaucoup de recherches personnelles en imaginant, j'ai la capacité de pouvoir travailler seul en imaginant le partenaire. Hein. Donc, comme je suis malheureusement... Par la vie, je suis souvent tout seul. Je travaille, par exemple, les katas. Je travaille les katas comme si j'avais un partenaire. Je fais les gestes. Je continue à m'entretenir. Sur le tapis, bon, malheureusement, la dernière fois, j'avais de l'arthrose dans un genou qui s'est pratiquement dissipé. Mais au dernier stage qui a eu lieu en banlieue de Barcelone il y a 3 semaines, j'ai pas pu pratiquer sur le tapis. J'étais là pour conseiller, mais ça s'est arrêté là parce que une douleur lancinante m'empêchait de travailler. Mais ce n'est qu'épisodique. C'est peut-être vu par là, c'est peut-être vu aussi par géographiquement parce qu'il y a peut-être un peu d'humidité, etc. Mais je continue physiquement à m'entretenir, à essayer de tenir le coup. Parce que dans quelques mois, j'aurai 89 ans, j'essaie de me préserver physiquement, je bricole aussi, je fais pas mal de choses qui font que j'arrive à tenir un peu le coup. Je suis amateur de bonne chair, c'est des fois un petit peu gênant parce que pour l'estomac, vous prenez un peu de poids, mais c'est la vie. Et puis tous les maîtres japonais disent c'est important d'avoir du hara. Alors donc, je me sers de ça. Je m'en sers parce que ça m'amuse et puis en même temps ça me gêne pas du tout. Ouais. Alors donc voilà, je peux dire que je suis toujours dans le coup, et puis encore, j'essaie souvent dans les stages, monter sur le tapis. Je m'intéresse maintenant davantage à l'aspect self-défense, que j'essaie de rendre le plus pointu possible, et puis souvent, je suis là sur le tapis pour corriger. Je m'intéresse de plus en plus au travail des débutants, parce que je dis que c'est l'avenir, il est entre les Q, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore ceinture noire, parce que c'est eux le futur. Donc, sur le plan self-défense, j'aime bien que l'on travaille certaines choses, et puis j'essaie de leur apporter ces choses avec l'humour que j'avais appris avec mes professeurs, de jamais prendre trop les choses au sérieux, mais aussi y apporter, vous voyez, amuser un petit peu la galerie. Hein. Par exemple, dernièrement, j'avais un stage en région parisienne, il y a quelques mois en arrière, mais puis
au cours du stage, j'ai dit, tiens, je vais maintenant vous expliquer l'histoire d'un monsieur qui était timide et qui, grâce au Nihon Taijutsu, a pu surmonter sa peur. Et puis j'ai inventé une espèce d'histoire qui a amusé beaucoup le public. Et ensuite, je leur ai dit, voyez, je vais vous montrer la technique avec laquelle il a pu captiver l'intérêt de sa fiancée, qui était incertaine. Alors donc, j'ai montré une technique assez classique, qui est comment se défendre de quelqu'un qui vous attrape la main et qui vous serre la main pour vous impressionner et vous écraser un peu la main. Alors une des manières de notre discipline, qui est de sortir de la technique. Alors donc, si vous voulez, j'ai inventé une histoire pour terminer le cours, pour les amuser. Ils sont partis avec un truc, une note humoristique un petit peu dans l'histoire. Comment arriver à un mouvement en blaguant sur un mouvement, comment on peut y arriver à faire la technique tout en respectant un petit peu les règles de savoir-vivre. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu bien sûr. à votre question, mais c'est ça. Je veux absolument que les professeurs s'amusent sur le tapis, mais aussi intéressent les gens et puis les amusent, les fassent sourire. Je me rappelle du professeur de Pascal qui est là, professeur Philippe, je me rappelle qu'il était, lui, il était, chaque fois il dit, ah, vous allez nous en sortir des nouvelles sur le tapis, non pas des nouvelles techniques, vous voulez dire, mais des nouvelles blagues. Alors je sortais des anecdotes, des trucs comme ça, qui étaient toujours des trucs véridiques, mais des anecdotes pour un petit peu amuser les pratiquants, de manière à ce qu'on ne se prenne pas trop au sérieux, et puis que l'on puisse, que chacun reparte en disant, ah ben, le prof, il nous a appris des choses intéressantes, le directeur du stage, il nous a appris des choses intéressantes, mais aussi, il nous a amusés. Hein. Ouais. Par exemple, je peux encore vous raconter une autre anecdote. Il y a quelques temps en arrière, je faisais un stage à Cognac, donc au pays d'une très bonne boisson, qui s'appelle le cognac. Même ceux qui rejettent l'alcoolisme connaissent un petit peu la valeur quand même du cognac sur le plan international. Et à la fin du stage, on m'offre, comme souvent on fait après un stage, on vous offre un petit cadeau qui correspond un peu à la région. Alors donc, il m'offre une bouteille de cognac, et puis j'avais envie qu'on termine le stage sous une note amusante. Alors je dis, je suis navré, je ne peux pas accepter votre cadeau. C'est très gentil de votre part, mais je peux pas l'accepter. Alors déjà, refuser un cadeau quand on vous... c'est déjà très malhonnête, hein. Ça se fait pas. Même si vous êtes il faut être un peu hypocrite, même si le cadeau, c'est quelque chose qui vous intéresse pas, il faut toujours, par la moindre des courtoisies élémentaires, dire ok, hein, ok, hein, c'est bien, ça me fait plaisir. Mais là, je voulais donner une note amusante. Alors, tous interloqués, parce que il y avait même l'adjoint au maire de Cognac qui était là. Enfin, il y avait un peu de cinéma quoi dans tout ça. Alors, il y en a un qui pose la question, mais pourquoi? Vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, je lui ai dit, écoutez, je suis navré, mais je suis obligé de vous raconter un secret. C'est pas un secret d'État, mais enfin, c'est un secret. J'habite dans le Lot-et-Garonne. Et le Lot-et-Garonne, le digestif le plus traditionnel, c'est l'Armagnac. Et j'ai signé un papier pour pouvoir construire ma maison, celle qui est devenue ma maison dans le Lot-et-Garonne, comme quoi je renonçais au cognac pour l'Armagnac. Alors plusieurs ont dit mais c'est pas possible, mais ils m'ont dit ça d'une telle manière qu'ils étaient persuadés que si je le disais c'est que c'était vrai, que j'avais signé un papier comme quoi je devais plus parler du cognac. Alors évidemment ce que j'attendais c'était la réaction quoi. Alors j'ai éclaté de rire et puis j'ai dit voyez je vous ai amené dans l'Armagnac c'est l'Armagnac, on va pas enlever ses qualités. Le cognac je trouve ça excellent. Et c'est pas mes amis japonais qui diraient le contraire, parce qu'ils sont très amateurs de cognac. Donc, je vous remercie énormément pour la bouteille, et j'espère que vous rappellerez de cette plaisanterie que j'ai faite. Alors, tout le monde a applaudi, tout le monde était content. Et puis après, j'ai eu des coups de fil de gens qui nous ont, ah, vous nous avez bien eu avec l'histoire. Vous voyez, bon, je cite un petit peu le fait qu'il faut savoir de temps en temps lâcher du lest. Et puis, après un stage qui est peut-être parfois un petit peu techniquement qui risque de rebuter un peu les gens, dire voilà, on s'amuse aussi de temps en temps, quoi. Très bien, merci beaucoup. Alors, je voulais savoir, est-ce que dans votre vie, il vous est arrivé d'avoir
à faire face à la violence et donc à utiliser votre art martial? C'est marrant parce que c'est la même question qu'on m'a posée hier. J'ai toujours été pour la non-violence. Hein. J'ai souvent, ça m'arrivait souvent, j'ai habité Paris et la région parisienne, je veux dire que souvent j'ai eu affaire à des trucs qui étaient un petit peu tangents. Hein. Mais souvent quand vous êtes calme, quand vous montrez que vous n'avez pas envie que ça aille plus loin, il n'y a pas eu de problème. La seule fois où j'ai été agressé, une fois, j'ai été par un automobiliste qui s'est mis en travers et qui avait sorti une manivelle. Puis je me suis mis en garde de suite. Il rentrait la bagnole à foutu de camp. Bon, ça c'est une petite histoire. Mais la seule histoire où j'ai vraiment été agressé, il y a de très nombreuses années en arrière, j'ai été directeur d'un camp de vacances près du lac Léman. Et puis j'ai été agressé par un monsieur qui devait avoir, je pense qu'il avait dû boire un coup. C'était un monsieur qui était, paraît-il, il cherchait un peu la conne partout. C'était un boucher de la région. Et puis, pour une raison quelconque, alors j'ai cru qu'il blaguait au départ. Et toi, le Parisien, tu viens pas nous emmerder chez nous, etc. Alors je suis sorti, pensant qu'il le prenait sous le mode de la plaisanterie, avec laquelle je réponds, mais c'est qu'il m'a foncé dedans pour me frapper d'un coup de poing. Puis j'ai appris par la suite qu'il avait travaillé un petit peu la boxe, qu'il était bagarreur. Hein. Alors je peux pas dire, peut-être qu'avec le recul du temps, j'aurais pu faire autre chose, je pensais. Mais par réflexe même, je suis sorti de son coup de poing, puis c'est une des bases de notre discipline, c'est le taïsabaki, c'est-à-dire sortir de l'attaque, créer le vide. J'ai balayé sa jambe, et en même temps, j'ai donné un revers du poing qui est quelque chose d'extrêmement efficace. Ça s'appelle uraken en japonais, revers du poing au visage. Et paf, de suite, il s'est mis et puis il est tombé littéralement KO par le coup et par la chute par terre. Alors je l'ai emporté un petit peu par la fureur. Je l'ai soulevé, puis je l'ai balancé dans son véhicule qui était une voiture Renault de l'époque, là vous savez, c'était des minibus avec une porte coulissante à l'avant. Je me rappelle plus comment on appelait ça. Hein. Enfin bon, peu importe. Et puis il y avait plusieurs personnes qui ont assisté au truc. Pour ça, je savais qu'ils sortaient. Ils m'ont raconté qu'ils sortaient d'un bistrot. Ils m'ont dit fais attention à toi parce que c'est un bagarreur et il essaiera de t'avoir, il essaiera de te coincer. Donc sois sur tes gardes si tu le vois arriver, sois sur tes gardes parce qu'il essaiera de se venger. Et puis quelque temps après, j'étais en voiture avec mon épouse. Et puis dans une petite route de campagne, toujours, je dirigeais donc toujours ce camp de vacances, qui est un camp d'adolescents. Et puis je vois arriver le véhicule en question. Et je me dis, alors j'en trouve la porte, parce que je dis, il ne faudrait jamais rester dans sa voiture, il ne faut pas se laisser surprendre. Donc j'étais prêt à sortir de la voiture. Et puis il a ralenti. Et quand il m'a vu, alors il a refermé sa portière, il a accéléré, puis il est parti. Alors je me suis dit, à juste raison d'ailleurs, c'était l'occasion rêvée pour lui de se venger, parce qu'on était en pleine campagne, de se venger, et puis il n'y a jamais plus de problème, quoi. Il avait compris une fois la leçon, et puis voilà. C'est le seul cas où j'ai eu à me défendre, mais je sais que j'ai eu plusieurs élèves qui ont été agressés, et la plupart par l'assurance qu'il présentait, et aussi par la manière de savoir maîtriser les choses. Moi, j'ai ma fille, par exemple, qui pratiquait, qui était une très bonne technicienne à l'époque. Elle est tombée sur un exhibitionniste qui avait le machin. Elle a balancé un maïgueri, un coup de pied direct. Le gars, il est parti en hurlant. Elle dit, il m'a pas fait peur du tout. Hein. Il m'a pas du tout impressionné, alors qu'elle avait 17 ou 18 ans à l'époque. Vous voyez. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui, par la pratique, ont trouvé une certaine assurance, peut-être exagérée, hein, peut-être pour certains, parce qu'ils n'ont peut-être pas la maîtrise de la technique, mais ils ont trouvé une certaine assurance cette assurance leur a permis de pouvoir surmonter certaines difficultés. D'accord. Voilà, c'est mon cas personnel. Le seul cas sérieux avec lequel j'ai eu, mais souvent, freiner les gens, on dit, stop,
On veut pas d'histoire, on veut être tranquille. Et puis en général, ça s'arrange, quoi. Ça s'arrange. Quand les gens, et puis surtout, si vous commettez, ça m'est arrivé de commettre, comme beaucoup de commettre une erreur, de dire excusez-moi. Le fait de dire aux gens excusez-moi, je vous en prie, ça neutralise beaucoup de personnes. Parce que personne n'est habitué à ce que les gens s'excusent. Veuillez m'excuser, excusez-moi. Ça surprend les gens qui, ouais, mais si et ça, ils s'attendent à que vous enchaîniez sur ce qu'ils vont faire. Et ça escalade. Et là, je pense que savoir dire, bon, pas de problème, excusez-moi, et puis on n'en parle plus, quoi. Même si vous n'êtes pas dans le tort, savoir dire, excusez-moi. Bien sûr. Voilà. Alors, ça serait une philosophie de bas étage, mais on peut dire que c'est une manière de concilier les choses, quoi. Y a-t-il des disciplines associées à la Fédération mondiale de Nihon Taijitsu? Oui, depuis quelques années, nous avons pu avoir l'accord de certains dirigeants de disciplines en parallèle. Alors, par exemple, il y a l'Aikijitsu qui est rentré au sein de la Fédération mondiale. Avec chaque discipline a son autonomie complète, mais en fait, ils sont quand même régis administrativement par la FM Nitai. Il y a le Tode, qui est donc une des branches du karaté, dans la forme traditionnelle du karaté ancien. Vous avez l'Arnis, qui fonctionne aussi avec un groupe très important qui est dirigé surtout par des Toulousains. Vous avez aussi le Kobudo en général, avec dans le Kobudo, c'est-à-dire les Budo anciens, vous avez le maniement du bâton court, le Tambojitsu, le bâton qui est un peu plus long, le Bojutsu qui est aussi pratiqué. Vous avez toutes les disciplines qui ont un intérêt d'être dans le système pour se sentir protégé par quelque chose qui existe depuis longtemps et qui correspond à une certaine valeur technique et administrative. Voilà les principales raisons pour lesquelles des disciplines associées sont venues avec nous de telle manière qu'ils puissent se sentir à l'aise pour s'épanouir dans leur propre discipline. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, j'ai une question, pareil, elle n'était pas prévue, mais je me permets. Est-ce qu'il y a des liens sur l'aspect technique entre le Nihon Taijitsu et le Kyusho Jitsu? Alors le Kyusho fait justement aussi, je suis navré de l'avoir oublié tout à l'heure quand j'ai parlé, bon, le Kyusho Jitsu fait partie aussi de nos disciplines. C'est une technique très très particulière puisque c'est une technique basée essentiellement sur des pressions. Mais nous avons Serge Raybois, par exemple, qui est un technicien de haut niveau et qui est le responsable à la FM Nitai de la discipline qui est le Kyusho Jitsu. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, je souhaitais savoir à quoi correspondent les titres et les grades en Nihon Taijitsu. Alors, les titres et les grades sont des titres et grades qui sont décernés, il faut le dire, par les fédérations internationales, et en particulier les fédérations japonaises. En ce qui concerne les grades, ils sont reconnus de manière universelle dans toutes les disciplines du Budo d'une manière classique. Par contre, les titres sont beaucoup moins utilisés parce qu'ils font encore l'apanage de fédérations officielles japonaises très anciennes. Les titres au Japon correspondent à une valeur technique qui est prouvée essentiellement par le dan, par le degré dans lequel vous avez obtenu votre discipline, mais aussi par tout un tas d'aspects qui sont traditionnels, on en parlait tout à l'heure, traditionnels, philosophiques, etc. Alors, les différents, pour donner un ordre d'idée, pour être considéré comme ayant un titre au Japon, vous avez le titre de Doshi, qui correspond surtout à l'enseignant, celui qui suit les principes du maître, Doshi. En général, c'est des 3e et 4e dan. Ensuite, il y a un titre qui correspond déjà à avoir atteint la maîtrise d'une certaine manière. Donc, c'est réservé au 5e et 6e dan. Ça s'appelle Renshi. Ensuite, lorsqu'on atteint les hauts niveaux de grade, c'est-à-dire au niveau 7e et 8e dan,
le titre qui peut être, c'est sujet à quand même beaucoup de conditions. Le titre qui peut être accordé par les fédérations japonaises, c'est le titre de Kyoshi. Et ensuite, pour ceux qui ont atteint le top niveau, 9e et 10e dan, c'est Hanshi. Mais ce sont des titres absolument exceptionnels, donc il y a très très peu d'Occidentaux qui peuvent dire qu'ils ont obtenu de la part du Japon un titre de cette importance-là. Et les Japonais, dans les fédérations traditionnelles japonaises, hein, surtout les fédérations anciennes comme les fédérations de Jiu-Jitsu, le Kendo, etc., ce qui est très traditionnel, tiennent beaucoup aussi au titre. Pour eux, le titre, vous avez le titre, c'est que vous avez le grade, mais en plus, vous avez un point très important qui est considéré, ils appellent ça aussi docteur en philosophie. Vous voyez à quel point ils donnent une importance, par exemple, au titre de Hanshi, docteur en philosophie. Pour moi, c'est beaucoup exagéré parce que on peut difficilement atteindre un titre pareil, docteur en philosophie, mais bon, les Japonais mettent la jonction entre les deux. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, en France, il y a très peu de personnes qui ont le titre de Hanshi. Hein. C'est très difficile. Vous avez un autre titre aussi que les Occidentaux connaissent bien, c'est le titre de Shihan. Alors, le titre de Shihan est aussi un grade, bien sûr, mais il décerne une valeur particulière. Quelqu'un qui est titulaire de ce titre est quelqu'un qui est obligatoirement directeur technique d'une fédération nationale ou à la rigueur directeur technique adjoint d'une fédération nationale, mais qui est quelqu'un qui est minimum 7e dan. Alors ce titre-là, donc, qui est réservé aux techniciens de haut niveau, en France, il y a très peu, il y a que 4 personnes qui ont le titre de directeur technique. Directeur technique, donc qui sont reconnus par le Japon avec le titre automatiquement de Shihan. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ensuite, pouvez-vous nous parler des personnes qui composent le collège central de la Fédération mondiale de Nihon Taijitsu, s'il vous plaît? Alors, à la Fédération mondiale, à l'origine, il y avait 4 personnes. Malheureusement, 2 sont décédés. Ceux qui avaient lancé le collège central, il s'agissait d'une part de mon frère Georges Arnaez, qui est lui-même 9e dan et qui est aussi 9e dan de notre discipline et 9e dan de karaté. Il a été arbitre mondial de karaté, juge mondial. C'était quelqu'un qui, dans le domaine du karaté, avait une responsabilité très très importante. Mais c'est pas le karaté qui lui a donné le titre. C'est la fédération mondiale, la fédération japonaise de Nihon Jujutsu. Donc les deux qui ont eu le titre de Hanshi, c'est Georges Arnaez, mon frère, et puis moi en tant que 10e dan et en tant que responsable de la discipline sur le plan international. Nous avons dans le collège central 2 autres Français qui sont des personnalités très importantes. Et il y a Philippe Gallet qui est le directeur technique et son adjoint qui est Philippe Avril et qui sont tous les deux donc qui ont le titre de Shihan et qui sont membres du collège central. Nous avons en Espagne plusieurs Espagnols. Les plus connus sont Pere Calpe, qui est le directeur technique de son groupement qui est indépendant du karaté. Et vous avez un garçon comme Agustin Martin, qui est un des dirigeants du groupe ex-groupe judo qui est au sein de la fédération de karaté. Ce sont les personnages avec lesquels on travaille le plus et on évolue le plus. Voilà. Alors ensuite, vous êtes 9e dan à la Fédération française de karaté et 10e dan dans la Fédération mondiale de karaté et également 10e dan au Seibukan, qui est une fédération japonaise d'arts martiaux, ce qui est plutôt rare et qui n'est pas donné à tout le monde. Donc déjà, félicitations. Merci. Avec plaisir. Et je souhaite donc savoir quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres maîtres
très haut gradé dans le monde. Oui. Alors, je précise aussi que je suis le fondateur de la FM Litaï. Je suis aussi, donc la FM Litaï a reconnu mes titres et mes grades de 10e dan qui m'ont été décernés donc par le Japon et la Fédération mondiale de karaté. C'est une précision que je voulais apporter. Bon, mais les relations, malheureusement, les temps passant, et puis beaucoup de vieux maîtres que je connaissais, avec lesquels j'étais très très ami, ont disparu. C'est la loi de la vie. Celui que je regrette le plus au Japon, c'est le maître Minoru Mochizuki. Mais je suis resté en relation étroite avec son fils, qui est en grand maître, Hiro Mochizuki, qui est 10e dan de karaté. Je suis resté en relation très étroite avec le président du Seibukan, qui est le maître Kawano, et qui a été le successeur de mon ami Suzuki. Sur le plan international, bon, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de grands professeurs. Je suis resté en très bonne relation avec Hiroshi Osaka, qui est le grand maître du Shorinji Kempo. Vous voyez, donc j'ai quand même gardé quelques bons souvenirs. J'ai bien connu aussi le fils de Mori Ueshiba aussi, avec qui j'ai passé quelques heures très agréables. Donc j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de hauts gradés dans différentes disciplines. Et puis j'en ai toujours gardé un très très bon souvenir, un enrichissement techniquement bien sûr, mais intellectuellement aussi, hein, et moralement. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors ensuite... Ensuite, Pascal. Alors, ensuite, j'aurais souhaité que tous les deux, vous disiez un petit mot sur Phil Lefranc. Bien entendu, bon, je vais en parler. Peut-être que Pascal aurait été mieux placé que moi, puis il a été son élève et c'est lui qui l'a remplacé. Mais Philippe, je le connaissais depuis de nombreuses années. Lui et sa charmante épouse. Ça a été vraiment une grande peine, comme si j'avais perdu un de mes enfants, parce que je le connaissais depuis très longtemps. Il était charmant, et en plus c'était un technicien de très haut niveau qui était appelé à un grand avenir dans notre discipline. Il est décédé, il était 6e dan, mais je pense que il avait un avenir tout tracé. En plus, il avait un esprit remarquable, il avait beaucoup d'humour. C'est quelqu'un, j'ai déjà cité son épouse tout à l'heure, mais c'était Karine et lui formaient un couple formidable, et il représentait vraiment l'esprit tel qu'on le conçoit dans notre discipline, de cette entente entre les personnes, et puis le rapport professeur-élève. D'accord, merci. Et Pascal. Moi, Phil, je le connais depuis beaucoup moins longtemps, mais avec beaucoup d'intensité, hein, puisque je l'ai côtoyé pratiquement tous les jours depuis les 10 dernières années. Ouais, pratiquement tous les jours. Ouais. Il m'a fait naître aux arts martiaux aussi, et puis il m'a transmis énormément, puisque aujourd'hui le club où j'enseigne, c'est son héritage, tout simplement, que je fais perdurer. FSRH, c'est pour Fujisaku Ryu Héritage, c'est le club qui nous a laissé. Voilà. Ça fait un tout petit peu plus d'1 an aujourd'hui, c'est toujours une grande tristesse de penser à lui. Oui. Merci. Oui, ça a été une perte pour nous tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pascal. Et ensuite, dernière question. Avez-vous un message à faire passer aux pratiquants de votre art martial? Alors le premier message pourrait paraître un peu énorme, mais c'est un message d'amour. L'amour entre les pratiquants, l'amour de la recherche de la connaissance, l'amour aussi dans le travail de la pratique. Tout est basé sur une relation qui a dépassé le cadre de l'amitié et qui est une recherche d'année en année qui fait que on se sent tous
frères les uns des autres, frères et sœurs bien entendu. Quand je dis frères, c'est masculin, féminin, c'est évident. Donc le message que je pourrais apporter, c'est que notre discipline leur apporte toujours le plaisir qu'elle m'a apporté, qu'elle continue à m'apporter, et puis aussi le plaisir que ont ceux qui sont derrière moi et qui apportent la bonne parole. Je veux plagier personne, mais je pense quand même qu'il ce rôle un petit peu d'apôtre de la discipline est important, parce qu'on est dans un monde qui est tellement troublé, tellement qui se cherche, dans lequel il y a tellement de l'égoïsme, tellement de recherche de la soif de pouvoir ou la soif financière, etc. On a l'impression d'être dans un autre monde qui est un monde plus serein, plus calme, dans lequel l'amitié est le premier point commun. Alors je crois que c'est ça. Et quand on salue tous ensemble, c'est cette communion. C'est pour ça que le salut est important. Avant, pendant et après l'entraînement, c'est une liaison entre les gens. On se salue, mais c'est la manière de se donner l'accolade et puis de dire voilà, tu es mon ami et puis on compte sur toi pour continuer les choses. Voilà un petit peu ce message d'une manière simpliste que j'essaie d'apporter. Je sais que depuis des années et des années, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des gens extrêmement chaleureux, fidèles, des centaines d'exemples de fidélité, et avec lesquels tout paraît beaucoup plus facile. On a perdu, il y a quelques jours, puisque l'enterrement a lieu malheureusement aujourd'hui, un de mes vieux amis de 40 ans en arrière, qui a toujours été fidèle, qui était 6e dan de notre discipline, qui s'appelle Patrick Malenfant, et qui a toujours été un exemple, techniquement, peut aussi un exemple de fidélité vis-à-vis de moi-même, et puis vis-à-vis de tout le groupe. Alors voilà, chaque fois que nous perdons quelqu'un, c'est qu'on a perdu un proche, on a perdu un très proche, on a perdu un frère ou une sœur dans une espèce de communion dans laquelle je souhaite un petit peu que tous les gens se retrouvent. Ce besoin d'être avec les autres et ce besoin de partager beaucoup de sens commun dans la vie. Très bien. Merci énormément en tout cas pour votre temps. Non, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir de passer cette journée avec vous et puis en même temps d'apporter un petit peu mes sentiments personnels. Mais je sais que malheureusement, j'ai oublié beaucoup de choses. J'ai oublié de citer des choses qui étaient importantes, mais je crois que ceux que j'ai oubliés sauront que c'est dans l'émotion du moment et puis tout a été fait sans une préparation particulière. Donc ça a été fait au fil du cœur. Hein. C'était vraiment le moment de profiter de ça, de cette osmose, hein, et puis de dire ce qu'on pensait des choses, et puis ce qu'on pensait de l'évolution des choses, et puis voilà quoi. Voilà. Mais faire partager l'amour de ce que l'on connaît, c'est quand même extrêmement important. Je crois que c'est aussi important que, je disais tout à l'heure, que dans une famille où quelqu'un est atteint d'un problème quelconque et tout le monde en subit la répercussion, en subit les conséquences. Voilà. Merci beaucoup. De rien. De rien. Ça a été un plaisir. Merci. Ensuite, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le président de la Fédération mondiale de Nihon Taijitsu? Ah, ça me fait plaisir d'aborder juste ce détail parce que le président, depuis l'année dernière, c'est quelqu'un que j'estime énormément, qui s'appelle Richard Folny, qui a obtenu avec beaucoup d'efficacité devant le jury qui était réuni à Martorell en Espagne. Il a obtenu le grade de 7e dan de Nihon Jujitsu. C'est quelqu'un qui est passionné par sa discipline, qui cherche beaucoup, qui travaille beaucoup avec des techniciens de haut niveau d'autres écoles et qui apporte énormément son savoir, ses recherches au sein de notre fédération. C'est quelqu'un en qui j'ai misé beaucoup sur l'avenir. Il est jeune puisqu'il a eu qu'une 50aine d'années, il a tout l'avenir devant lui pour
pour continuer à être un excellent président et puis aider des gens qui sont en train de travailler avec nous. Il y en a de très nombreux on peut pas citer ici parce qu'ils sont très nombreux, mais il y en a beaucoup comme par exemple au Maghreb, Dalil Scali qui est un ancien prof de judo, mais qui est aussi maintenant le directeur technique et puis le président de la fédération marocaine de Nihon Taijitsu. Vous voyez, des gens comme ça avec lesquels on est sûr de pouvoir avancer dans un bon sens, techniquement comme philosophiquement parlant. Voilà quelques mots là-dessus. La FM Nihai, c'est un de mes grands projets qui a abouti parce que maintenant, je suis sûr qu'avec les personnalités qui font partie du comité directeur, on arrivera à quelque chose de très très bien. Mon frère en a pris la direction technique sur le plan international, mais je sais qu'il est secondé par Philippe Avril, qui est un excellent adjoint, et puis quelqu'un qui a envie lui aussi que les choses se passent dans des très très bonnes conditions. Voilà. Merci beaucoup. Rien. Les amis, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci encore à Sensei Roland Hernaez. Oui, merci à vous surtout de vous être déplacés et puis d'avoir passé cette journée ensemble, ce qui a été un enrichissement même pour moi, parce que chaque fois rappeler quelque chose, c'est comme un père qui parle de ses enfants, c'est ça. Merci beaucoup. Ensuite, pour celles et ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le club de Pascal Ortolan à Toulouse. Donc c'est l'école des arts multiples. Je mets le lien du site internet dans la description. Et également, je mets les différents liens concernant le Nihon Taijitsu dans la description. Merci encore et à très bientôt.